Allez, on est parti pour 1 heure ensemble sur un grand tour de piste annuel sur le réseau social Instagram et au-delà dans les débats qu'on va avoir. Cécile, bienvenue, merci. Merci. Petite présentation, Cécile ? Ouais, rapidement. Donc moi, je suis Cécile, je suis directrice de clientèle chez l'agence My Destination. Donc on est spécialisé dans les réseaux sociaux et le secteur du tourisme. Donc on travaille exclusivement pour des institutionnels du tourisme. Ok. Et donc 2-3 petites questions aussi. Voyage préféré ? J'en ai 2. Un en France, c'était Amboise, qui est une ville hyper mignonne du côté de la Loire, avec des habitations troglodytes et à la fois un château magnifique. Et à l'étranger, le Japon, qui est un de mes voyages favoris. Ok. T'as vécu comme tout le monde, voyager à moins de 100 km, donc c'était quoi ? La Dordogne, où j'habite désormais depuis 2 mois. Et ouais, parce que petite surprise, t'es depuis cette année aussi, au-delà de chef clientèle, marketing, project manager, social media, tu es aussi prestataire touristique. C'est ça, j'ai ouvert un gîte cet été en Dordogne, donc un grand gîte hyper chouette, une nouvelle aventure, un nouveau métier, pas toujours facile, mais c'est assez marrant de voir l'autre côté un peu de la barrière et le côté pratico-pratique du terrain, donc j'espère que ça va m'enrichir dans mon métier chez My Destination. Et en fait, en préparant l'atelier, on a vu qu'on avait un énorme point en commun, donc Instagram pour le coup, avec elle qui le gère tous les jours et moi qui n'ai pas mis les pieds depuis 2018. Donc on est sur des bonnes bases. C'est dit que c'était raccord. Donc ça va aller. Ça va aller. L'atelier va se faire en 2 temps. Place à l'artiste, l'expertise, les grandes nouveautés, les annonces, des cas d'usage, ce qui est en train de se tramer aussi. Quelques paradoxes sur lesquels on a mis le doigt ensemble dessus. Et une deuxième partie de l'atelier, plus ping-pong. Alors je sais que c'est la salle de l'amphi, mais je passerai du coup en bas pour des questions, pour des précisions. Donc ça va être nourri d'exemples, nourri de méthodes aussi. Donc n'hésitez pas à faire comme vous voulez, prendre note, écouter, etc. Mais voilà, on se laissera un bon quart d'heure à la fin pour réagir derrière ça. Je te laisse les clés du camion, de la salle, et puis à tout à l'heure. Ça marche, merci JB. Du coup, aujourd'hui, on est là pour un petit peu moins d'1 heure pour parler d'Instagram, donc un sujet qui est un peu au cœur de toutes les préoccupations social media. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'annonces ces derniers temps, beaucoup de changements, et de façon concrète, qu'est-ce que ça veut dire et comment on fait pour que ça marche sur Instagram. Alors, spoiler, je ne vais pas répondre à cette question vraiment de façon pratique, parce qu'il n'y a pas qu'une façon pour que ça marche. Mais on va essayer de voir ensemble un petit peu. Déjà, Instagram, c'est quoi qui a changé ? C'est quoi les annonces ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur Instagram ? On va faire le petit point Madame Irma avec 4 trucs qui vont arriver d'ici 6 mois, 1 an max. J'essaie de pas trop m'avancer. Et un petit point Insta versus TikTok. Est-ce que vraiment c'est le même réseau ? C'est les mêmes codes ? C'est le même format? Est-ce que c'est exactement la même chose ou pas? On va voir c'est quoi un reel viral, qui est le format privilégié par Instagram. Et un petit point, mon point préféré, est-ce que ça marche? Avec des cas pratiques de différentes destinations, prestataires touristiques qui ont mis des choses en place qui sont assez cool sur plusieurs choses différentes. Donc que ce soit la collaboration, la relation influenceur, la création de contenu justement, comment est-ce qu'on fait pour aller sur le sujet des reels sans être à côté de la plaque et en ayant les moyens suffisants. Et j'espère que ça vous donnera de l'inspiration et des idées. On commence par quelques chiffres, je vais passer assez rapidement là-dessus. Aujourd'hui, en France, Instagram, c'est 24 millions d'utilisateurs mensuels. Et dans le monde, c'est 1,4 milliard. Donc, c'est des chiffres qui sont pas négligeables. On peut parfois entendre des gens qui disent « Non, mais Facebook, Instagram, c'est complètement fini, personne n'est dessus. » Alors, non, c'est faux. Puisque aujourd'hui, dans les messageries, réseaux sociaux les plus visités chaque mois, parce qu'on inclut les deux, on a en premier YouTube, ensuite Facebook, donc encore une fois Facebook n'est pas mort, WhatsApp sur la messagerie et Instagram quand même en 4e position juste au pied du podium, et ça c'est des millions de vues en France en 2022, c'est des chiffres de mai 2022.
Un petit point sur l'audience. Instagram, on le sait, Instagram, c'est une audience qui est un petit peu plus jeune que Facebook. On est majoritairement sur du 18-34. Ça représente un peu plus de 50%, presque 60% des personnes qui sont sur ce réseau. Et c'est une audience qui est assez intéressante dans le tourisme parce que justement, c'est une audience qui a un peu de pouvoir d'achat, qui a envie de faire des voyages, qui a parfois moins de contraintes, qui n'a pas d'enfants, qui peut partir hors vacances scolaires et du coup hors saison. Donc ça participe à ces objectifs de désaisonnaliser. C'est une génération qui a des engagements forts aussi envers la planète. On en a parlé un petit peu tout au long de ces ET. Et du coup, ça permet de venir les toucher avec des messages un petit peu différents, avec un angle un petit peu différent et ça peut être très intéressant. Aujourd'hui, 89% des membres de la Gen Z, donc génération Z, utilisent Instagram en France. La Gen Z, c'est ceux qui sont nés entre 97 et 2010. Et les sujets qui intéressent de manière globale, donc pas seulement sur cette génération-là, mais de manière globale, les sujets qui intéressent sur Instagram, ce sont les voyages, majoritairement. Ça tombe bien, on est pile poil dans le sujet. La musique, le bien-être et la nourriture. Et le bien-être peut être potentiellement aussi rattaché au voyage, même si là, ce sera plus l'aspect cosmétique, on va dire. Donc non, Instagram, c'est pas juste des photos de plats, il y a aussi des photos de voyage. Instagram, c'est 4,2 milliards de likes comptabilisés chaque jour dans le monde. Donc c'est pas rien en termes de contenu. C'était important aussi de faire un point sur ok, ça représente quoi? Est-ce que les gens sont actifs? 4,2 milliards de likes et plus de 100 millions de photos et vidéos postées chaque jour dans le monde. Donc là, c'est tout format confondu. On parle de la story, du reel, du post photo. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée, un état des lieux de qu'est-ce que ça représente Instagram aujourd'hui. On n'a pas les chiffres de fin 2022 qui vont, je pense, tomber d'ici peut-être un mois. Donc ça, je pense qu'il y aura des statistiques qui vont encore augmenter puisque, comme je vous le disais au début, Instagram n'est pas mort. Alors par contre, Instagram n'est pas mort, mais est très relou puisque il change son algorithme à peu près tout le temps. C'est hyper bien pour nous parce que ça veut dire qu'en tant qu'agence social média, on a une vraie expertise de se tenir au courant de ces sujets-là. Mais ça veut dire aussi que tous les 2 matins, on allume notre ordi, on se dit c'est où, pourquoi? Et comme tout le monde. Et nous, notre job, ça va être de trouver des solutions. Le tweet de la Discord, c'est un tweet qui a été posté par Adam Mosseri, qui est le CEO d'Instagram. Au mois d'avril, alors il a fait d'autres communications sur Instagram, mais ce qui est assez marrant, c'est qu'il a commencé par le faire sur Twitter, qui est un réseau de l'info, mais bon, c'est même pas son propre réseau, parce que je pense qu'il s'est dit que ça allait flopper. Et en fait, il a commencé à dire, il va y avoir des changements au niveau de l'algorithme. Il faut savoir que, contrairement à Facebook, même si c'est le même groupe, on a un petit peu moins d'infos précises sur l'algorithme sur Instagram que sur Facebook. Et c'est parfois un petit peu cryptique où on se dit, on sait qu'il y a des grandes choses qui font que ça va marcher ou pas, mais on n'a pas de choses précises. Et là, c'est une des premières fois où on a eu vraiment une communication officielle pour dire, ok, l'algorithme va changer, voilà ce qui va être privilégié, et voilà ce qui va être complètement invisibilisé. Non, c'est bon. Du coup, les 3 infos à retenir sur ce changement d'algorithme. La première, c'est que l'algorithme se base sur le taux d'engagement et les suggestions. Ça veut dire qu'auparavant, on était sur un fil d'actualité chronologique. Petite parenthèse, l'algorithme, c'est la façon dont le réseau va choisir ce qu'il va vous montrer ou pas. Puisqu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu qu'il ne peut pas vous montrer toutes les pages que vous suivez, tous les comptes. Et du coup, maintenant, c'est plus le taux d'engagement et les suggestions. Avant, il y avait un fil chronologique, c'est-à-dire que vous voyez les publications au fur et à mesure qu'elles étaient postées en fonction des comptes que vous suivez. Aujourd'hui, l'algorithme va dire, ce post-là, il a un taux d'engagement super fort. Ça veut dire qu'il plaît aux gens. Et donc, je vais le montrer plus que celui-ci qui est plus récent, mais qui intéresse moins. Sur les suggestions, ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, les comptes que vous suivez, vous ne voyez pas l'ensemble des publications qui sont postées. Il y a un phénomène de saturation de l'espace qui fait que vous ne pouvez pas tout voir et le réseau ne peut pas tout vous montrer. Et de plus en plus, ils sont en train de travailler sur des intelligences artificielles qui vous montrent des posts de comptes que vous ne suivez pas, mais dont ils ont
intégrés via les données qu'ils ont sur vous et votre consommation d'Instagram, que ça, c'est un sujet qui vous intéresse. Ça, c'est un format qui vous intéresse. Et ils vont vous pousser comme ça des posts de comptes que vous ne suivez pas, mais qui vont correspondre à votre consommation. Ce qui est intéressant, c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui, le KPI du nombre d'abonnés, il est plus si important que ça, puisque ce n'est pas vos abonnés qui vont voir vos posts. C'est des personnes qui ont une affinité avec les sujets dont vous parlez. Donc ça devient de plus en plus central de faire des posts pour vos cibles et de mettre un peu de côté ce truc de oui, mais moi j'ai envie d'avoir plus d'abonnés. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'ils vont donner plus, et c'est le cas d'ailleurs dès à présent, c'est qu'il y a plus de visibilité pour les créateurs de contenu. Donc les personnes qui vont créer du contenu qui est unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les comptes qui utilisent des contenus utilisateurs, sous le principe de riposte, sont pénalisés. Ils font ça pourquoi? Ils font ça parce que les créateurs de contenu, c'est aussi des sources de revenus pour eux. Et ils voient arriver TikTok dans le rétro, on en parlera un petit peu, et ils se disent, mince, moi j'ai beaucoup de reposts, on a une photo qui est partagée par 10 comptes, et c'est la même, mais il n'y a pas cette valeur ajoutée de contenu unique qu'on ne retrouve que sur un compte ou sur une plateforme. Et donc du coup, ils se sont dit, idée de génie, on ne va plus les montrer. Le troisième info, c'est la mise en avant du format Reel. Le format Reel, c'est quoi? C'est le format TikTok. Concrètement, c'est des petites vidéos, format portrait, où il peut se passer un petit peu ce qu'on veut, mais c'est clairement une copie de ce format-là, tout comme la story est une copie du format story de Snapchat. Un petit point sur les algorithmes, du coup, de choses qu'on a pu observer, de choses qui ont pu être dites. Aujourd'hui, il y a un algorithme par format. Tous les formats n'ont pas le même algorithme. Et tous les formats ne sont pas visibles au même endroit. Vous avez un fil pour les publications, un fil pour les stories, un fil pour les reels. Et aujourd'hui, comment ça se classe? Pour le feed, donc les publications dans votre fil d'actualité, les critères qui vont être importants, ça va être en premier la durée passée sur la publication. Ce qui est important, c'est que ça veut dire que plus les gens restent sur votre post, plus il va être valorisé par l'algorithme. Donc typiquement, le format carrousel qui permet de swiper pour avoir accès à plusieurs images, on y passe plus de temps dessus qu'un post où on le zappe comme ça d'un coup. Le deuxième, c'est l'enregistrement. C'est le fait de se l'enregistrer pour se le garder pour plus tard. Je trouve que c'est particulièrement intéressant dans le tourisme parce qu'on peut avoir un petit peu de fond sur un post, parler d'un itinéraire, par exemple, de randonnée hyper précis. Et ça a un intérêt que les gens l'enregistrent pour se dire, je fais mes vacances dans un mois, je me suis enregistré l'itinéraire, j'ai toutes les infos et je peux le retrouver là-dedans. Et du coup, ça permet de valoriser vos publications. Et ensuite, en dernier, les commentaires, les j'aime et les visites du profil. Ça veut dire aussi que cette notion d'interaction significative, il y a une petite bascule sur les conversations, qui sont toujours très importantes, mais peut-être un petit peu moins par rapport au fait d'enregistrer et de passer du temps sur la publication. Concernant la story, plusieurs critères qui rentrent en compte, qui sont pas forcément les mêmes. Les informations sur la story. Ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce que vous avez un écran, 2 écrans? Est-ce que vous avez que de la photo? Est-ce que vous avez de la photo, de la vidéo? Est-ce que vous avez des stickers? Donc voilà, tout ce qui peut comporter votre story, la qualité des visuels que vous allez poster aussi. Les informations sur la personne qui a posté. Est-ce que la personne qui a posté, elle poste régulièrement? Est-ce que ça fait depuis 2018 qu'elle a rien posté? Et à ce moment-là, ça va être un peu chaud de repartir dans l'algorithme, en tout cas d'être visible. Votre activité. Est-ce que vous avez pour habitude de consommer de la story? Si c'est le cas, c'est un format qui va vous être poussé. Et l'historique d'interaction avec la personne. Ça veut dire que plus vous interagissez avec les stories d'un compte, et plus ce compte-là va faire partie des vignettes que vous allez voir en premier dans votre fil de story. Même si il y a des stories qui sont plus récentes. Mais comme vous les regardez jamais, l'algorithme identifie que ça, vous vous en fichez. Et donc, il va privilégier, on peut considérer ça comme un cercle vertueux ou vicieux en fonction, mais cet aspect de toujours vous montrer les mêmes choses parce que vous avez montré de l'intérêt pour ces choses-là. Le classement des interactions pour les reels. En premier, l'originalité du contenu, le fait que ce soit un contenu unique, comme on le disait tout à l'heure, donc pas un repost, mais quelque chose qui n'est nulle part ailleurs sur le réseau. La fidélité des utilisateurs, est-ce que les personnes qui voient vos contenus sont toujours les mêmes? Est-ce que c'est très varié? Donc, est-ce qu'il y a une audience qui est fidèle? Et là, on peut peut-être retrouver un petit peu cette notion de communauté.
La complétion et la durée de visionnage. Donc ça, c'est le fait que les personnes aillent jusqu'au bout de votre reel, d'où l'importance de faire des reels qui soient pas trop longs non plus, et le temps de visionnage. Ce qui va être intéressant aussi là-dessus, c'est les gens qui vont revisionner votre contenu. Et là, ça peut être intéressant d'avoir des boucles, parce que quand vous faites une boucle, de façon organique, vous regardez un reel qui fait une boucle, vous pouvez le regarder 4-5 fois parfois avant de vous rendre compte que c'est une boucle, et l'algorithme il se dit banco, il l'a regardé 4 fois, je vais le partager à tout le monde. Et en dernier, les interactions, les partages, les likes, les clics sur l'audio, les commentaires. Concrètement, alors c'est dommage que vous ne voyez pas l'emoji, mais c'est un emoji qui sourit et qui pleure en même temps. Adam Mosseri, après avoir fait durant le printemps et l'été toute sa petite série de tests, tiens, on va faire des petits trucs, et puis on va péter ça, et puis on va enlever ça. Il y a eu quand même pas mal de réactions négatives et de gens qui ont dit bah c'est chiant quand même un peu. Enfin, nous on est sur le réseau pour faire des trucs chouettes et là vous êtes en train de tout casser. Et du coup, ils ont fait une petite vidéo pour clarifier les choses, pour dire que Instagram était toujours un réseau qui se préoccupait de ses utilisateurs. Et à la fin de son post Instagram, sous format reel bien entendu, il a posé une petite question en disant qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vous laisse deviner le contenu des commentaires qui ont suivi ce post, qui n'étaient pas évidemment des éloges et des « ouais, c'est super les nouveaux algorithmes ». C'était surtout « c'est n'importe quoi ». Et ils sont revenus en arrière sur pas mal de choses qu'ils avaient en test, notamment le fait d'avoir un fil complètement portrait, comme TikTok, et que même sur les posts photos, le wording soit complètement invisibilisé. On va faire un petit point Madame Irma. Alors je croise les doigts pour pas me tromper là-dessus et de se dire ok très bien Adam, on va l'appeler par son petit nom, qu'est-ce qu'il a sur sa to-do list puisque manifestement elle est bien remplie et il est pas mal occupé. Donc on a posé un petit peu des grands axes de choses qui vont arriver, donc des fonctionnalités, des choses qu'on anticipe. Le premier truc, donc c'est tout en haut de la to-do, c'est ajouter le repost en tant que fonctionnalité native. Qu'on pourra en reparler, il y a un côté un petit peu paradoxal, c'est-à-dire que d'un côté, ils pénalisent le fait de reposter des photos et d'avoir pas un contenu unique, et d'un autre, ils sont en train de tester une fonctionnalité qui permet de faire des reposts de façon native, a priori dans un espace particulier du profil, encore une vignette à ajouter après les reels, les guides et tout ce qui s'ensuit. On ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas s'ils vont aller au bout, mais l'ambition de ça, c'est clairement avoir le contrôle de cette fonctionnalité qui est utilisée depuis les tout débuts d'Instagram, mais jamais de façon native et ils n'ont jamais eu le contrôle sur ce truc-là. Le truc numéro 2, très important sur la liste, après avoir copié Snapchat, après avoir copié TikTok, il faut copier BeReal, qui est le nouveau réseau tendance. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Le principe de BeReal, déjà, c'est un réseau français, sympa. En mai 2022, 2,5 millions d'utilisateurs actifs, donc c'est pas rien. Et le concept, c'est que tous les jours, vous recevez une notification sur votre téléphone. Quand vous avez cette notification, vous avez 2 minutes pour faire une photo de là tout de suite. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Avec la particularité que ça prend caméra avant, caméra arrière. Et c'est une photo qui est totalement éphémère, puisqu'après, elle s'en va. Vous n'avez pas un profil, même si maintenant il y a une nouvelle fonctionnalité de memories, mais en tout cas, vous n'avez pas un profil en tant que tel avec tous vos selfies. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit le plus authentique possible, puisque vous avez 2 minutes pour faire une photo. Et vous n'avez pas le temps de vous recoiffer, de faire bien. Et souvent, c'est des photos floues, c'est des photos prises de côté. Et c'est OK, en fait, parce que le principe de ce réseau, c'est un peu de se dire, OK, là, tout de suite, tu fais quoi ? Et vous avez des amis, vous pouvez réagir, non pas avec des emojis, mais avec votre tête qui fait des emojis. Ça, c'est marrant. Et pour le coup, c'est un réseau qui a été lancé, je n'ai pas forcément la date de création. Moi, je sais que je l'ai utilisé en 2020. On l'avait testé avec des collègues. Et on était en plein confinement, donc au bout d'un moment, des photos de nous sur notre canapé, c'était un peu chiant, donc on a un peu laissé tomber. Et en fait, sur TikTok, il y a une espèce de trend où les gens postaient leur BeReal et faisaient des tendances un petit peu marrantes avec ce réseau qui a complètement explosé aux États-Unis et qui est complètement reparti dans en fait, tout le monde utilise ce réseau BeReal et notamment la Gen Z. Et TikTok, beaucoup plus réactif
qu'Instagram a déjà copié cette fonctionnalité avec une fonctionnalité qui s'appelle TikTok Now, qui est carrément une autre application que TikTok qu'il faut télécharger. C'est le truc un peu pénible. Et en fait, cette application TikTok Now, c'est le même principe. Vous avez une notif, vous avez 2 minutes pour prendre la photo, caméra avant, caméra arrière. Je veux bien qu'il y ait de l'inspiration, mais là, bon, ça commence un peu à se voir. Et Instagram est en train de tester ça aussi au niveau des stories, pour avoir cette même chose, d'avoir des stories instantanées, notif, caméra avant, caméra arrière. Truc numéro 3 sur la to-do list d'Adam, c'est de faire payer les abonnés pour plus de contenu exclusif. Et donc, on en revient, là pour le coup c'est assez cohérent avec la stratégie de départ, c'est d'avoir du contenu exclusif, d'avoir du contenu qui soit unique. Et évidemment, d'avoir un aspect de monétisation, puisque eh bien, Adam, comme tout le monde, il a envie de vivre décemment, bien sûr. Pour ça, en fait, ils ont annoncé plusieurs choses. Le fait d'avoir des posts et des reels qui sont réservés aux abonnés. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez vous abonner à un compte Instagram, non pas en les suivant, mais en payant un abonnement qui est défini par le créateur de contenu. Tous les mois, ça peut être 2 €, 3 €, 10 €. Et les personnes qui se sont abonnées, en termes d'argent à vous, ont accès à des publications qui sont exclusives, qui ne sont visibles que par les personnes qui payent. Et il y a un onglet sur votre profil avec une couronne qui n'est accessible qu'aux gens qui ont utilisé cet abonnement payant. Il y a aussi des chats réservés aux abonnés, donc vous pouvez avoir par exemple une conversation, des MP Instagram, où vous avez uniquement les personnes qui sont abonnées à vous et vous discutez avec eux. Souvent on me dit « Ah oui, mais du coup pour les destinations touristiques c'est bien ». Aujourd'hui, pour moi, hors exception bien sûr, il n'y a pas de contenu dans le tourisme qui justifierait que les gens payent et s'abonnent pour avoir accès à ce contenu. À voir, peut-être que ça va changer, peut-être qu'il y aura des choses exclusives, des itinéraires de rando, des promos sur certaines visites, voilà, des choses qui peuvent être mises en place. Aujourd'hui, c'est une fonctionnalité intéressante, mais qui pour moi n'a pas d'application là tout de suite maintenant dans le tourisme. Mais c'est toujours intéressant de le savoir. Et le truc numéro 4, alors là c'est pas vraiment sur sa to-do, c'est un peu une prière de moi à Adam, c'est d'ajouter les statistiques pour les guides. Les guides, c'est un format Instagram qui est hyper intéressant, notamment dans le tourisme, qui est très concret et qui permet d'avoir un petit peu d'édito, un petit peu plus de fond que juste une photo et un wording. C'est notamment des formats qui permettent d'avoir des espèces de tops et d'utiliser des contenus qui sont déjà présents sur la plateforme, de n'importe quel compte public, et de pouvoir venir les éditorialiser, les classer. Alors typiquement dans le tourisme, voilà, top des randos, que faire à l'automne, et ça permet de mettre en avant ses propres posts ou les posts de partenaires d'autres personnes. Aujourd'hui, on n'a pas de statistiques sur ce format-là. On peut les liker, on peut les commenter, mais on n'a pas une statistique de vues. Et surtout, c'est pas un fil à proprement parler. C'est-à-dire que c'est un onglet sur le profil. Mais pour leur donner de la visibilité, la seule option aujourd'hui, c'est de les reposter dans sa story. Et je vous encourage à aller sur le compte Instagram My Destination et de regarder notre guide. Ça veut dire quoi de faire du social media engagé? C'est quoi? Avec des tips assez précis, donc d'avoir une ligne éditoriale, de mettre en avant des éco-gestes. Et c'était l'occasion aussi de mettre un peu du responsable dans tout ça et dans le social media, ce qui est un peu notre petite marotte chez My Destination. Battle Insta versus TikTok. J'ai essayé de faire un comparatif, alors qui n'est pas hermétique, mais sur comment est-ce qu'on différencie un petit peu ce qui est posté sur ces deux réseaux-là, qui sont au final maintenant assez similaires avec les reposts. Pour moi, Instagram, c'est vraiment l'esthétique. Ça reste quelque chose de très important dans le réseau, même s'il y a une volonté sur l'ensemble des réseaux sociaux d'avoir plus de transparence, plus d'authenticité, ça reste un réseau où l'esthétique est primordiale. C'est un peu la vitrine Instagram. On peut avoir aussi de l'ASMR, des choses voilà, très douces. On reste sur du contemplatif. Je ne sais pas si les vidéos fonctionnent à tester. Donc on a un exemple sur la gauche de vidéo Instagram, un reel Instagram qui est typiquement de l'Instagram. C'est un rush canon de drone. J'essaierai après de voir si je peux vous les jouer. Et sur TikTok, on va être un réseau où on est vraiment sur l'autodérision totale. C'est-à-dire que le fond va primer sur la forme. Encore une fois, je mets de côté les petites danses
qui servent à rien, qui sont qu'une partie de TikTok, parfois très visible, mais le réseau, c'est beaucoup plus que ça. Donc vraiment, cette autodérision, la création collaborative, le fait de faire des duos entre plusieurs comptes avec d'autres TikTok, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les codes du réseau, c'est-à-dire de prendre un contenu et de faire un duo avec, de l'augmenter, de rajouter des choses, de le détourner aussi pour revenir à cette autodérision. Donc cette création collaborative, elle est vraiment très très forte. La vie de tous les jours. TikTok, c'est voilà, le truc un peu sans filtre. Alors, il y en a, bien sûr, mais on va dire qu'il y a un peu plus cette notion d'authenticité et les sons de tendance. C'est-à-dire que sur TikTok, on peut avoir des sons qui sont des phénomènes de société à part entière qui durent 24 heures. Et si vous n'êtes pas sur TikTok, vous ne les comprenez pas. Et je vous ai mis une vidéo qui est extrêmement représentative de ça. C'est un compte qui s'appelle Roger Clay, donc vous l'avez sur la droite. Et en fait, lui, c'est un musicien lambda, inconnu au bataillon, et il fait des reprises. Les gens lui demandent « Est-ce que tu peux chanter ça ?» Et il chante les refrains des chansons, toujours très poker face, de façon très fausse. C'est des millions et des millions et des millions de vues, de likes, de commentaires. Et si vous n'êtes pas sur TikTok, ça n'a aucun sens. Aucun. Mais c'est un vrai phénomène sur le réseau parce qu'il y a une ambiance, parce que c'est marrant, parce que c'est complètement loufoque et c'est le genre de contenu qui cartonne. Et si, là, cette capture d'écran-là, si vous êtes sur TikTok, vous savez qui est ce mec-là. Parce qu'il est partout et il est détourné par tout le monde. Et c'est le fait qu'il ait commencé à être détourné qui a fait qu'il a pris une ampleur de fou. Sur l'ordi ? Ça, c'est Instagram. Donc ça, typiquement Instagram, on est sur un petit rush, drone, canon, esthétique, une musique douce. Vous allez voir, TikTok, c'est pas tout à fait la même. Voilà, 4 millions de likes. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Mais c'est assez représentatif de, ok, c'est le même format, c'est un format qui est portrait, on voit pas trop le wording, il y a les interactions sur le côté, en bas, à droite, ça ressemble un peu à la même interface quand on est dedans. Le contenu, la façon de consommer le contenu et les tendances n'ont rien à voir. Et il faut pas traiter les deux de la même manière parce que c'est pas les mêmes personnes et c'est pas les mêmes attentes qu'on peut avoir. Une petite reco que je trouve vraiment hyper cool, c'est un compte Twitter qui est aussi sur Instagram, qui s'appelle Spotters Media et qui permet en fait de décrypter, qui vient décrypter des mèmes, des tendances et justement ces phénomènes-là de se dire ok, je vois partout ce gars qui chante comme une casserole. Qu'est-ce que c'est? Et eux, en fait, ils viennent faire des threads sur Twitter et après sur Instagram des carousels où ils viennent expliquer ça et dire, bah, en fait, ça part du 20 juillet 2018 où ce compte-là a posté ça et là, c'est parti, il y a eu tel compte qui a fait un détournement. C'est un compte qui est hyper précis, hyper intéressant parce que tout le monde ne peut pas suivre toutes les trends, on s'en sortirait pas, pardon. Et c'est un compte qui est vachement intéressant et des fois justement ils disent bon bah le même du mois de septembre, qu'est-ce que vous avez envie de voir? Et ils font des sélections et ils viennent vous expliquer celui qui aura été le plus choisi. C'est un compte qui est vraiment super pour se tenir au courant de l'actualité et moi je l'utilise parce que je vois parfois des trends et je les comprends pas du tout et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait ils expliquent vraiment la genèse et pourquoi ça marche et pourquoi c'est tendance et pourquoi c'est devenu un phénomène. Et je vous encourage vraiment à les suivre, c'est très intéressant. On l'avait dit tout à l'heure, là c'est un peu l'anatomie d'un reel viral. C'est quoi un reel viral? Concrètement, c'est plusieurs éléments. Ça peut être des utilisateurs tagués pour permettre de faire plus de visibilité. Un son tendance, quand vous avez la petite flèche devant un son, c'est qu'il fait partie des tendances, donc c'est qu'il est très utilisé sur le réseau. Ça peut être très éphémère. Vous avez de l'interaction, il y a 800 commentaires, 180 000 likes. Et en termes de contenu, c'est un plan séquence, tout simple, avec une vue ultra canon. C'est immersif, on pourrait presque croire qu'on est à la place de la personne, et ça fait une boucle. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie parfois, parce qu'on a tendance à traiter les vidéos avec du fond du noir à la fin, avec du logo. Là, le fait que ça fasse une boucle, que ce soit très organique, il n'y a rien de brandé, il n'y a rien de compliqué, mais en fait ça marche parce que c'est canon et qu'on a envie d'y être et on a envie de savoir ce que c'est.
Et vous l'avez vu, ça fait une boucle. C'est-à-dire que ça, vous pouvez rester 10 secondes, enfin il doit faire 3 secondes le reel, vous restez 10 secondes devant sans vous apercevoir que vous êtes reparti dans la boucle. Et du coup, vous restez dessus. Et du coup, l'algorithme se lèche les babines. Le petit point... Cécile, une demi-heure. Je te propose qu'on fasse juste un petit break de questions parce qu'il y a eu pas mal d'actu. Donc les algorithmes ou vos tips sur les algorithmes... J'ai essayé de le faire bien, mais reel, guide, photo, carrousel, c'est ça ? Ouais. On est pas mal. Tu nous as parlé aussi, pas battle, mais en fait différenciation TikTok, Insta, pas exactement les mêmes entrées. Tes trucs un peu, les 4 éléments, éventuellement, voilà comment ça pourra se passer. Notamment un gros point quand même paradoxal. Je te défonce l'algo sur les reposts, mais à côté je te le mets en natif. Donc il y a un côté un peu schizro, je pense, chez les développeurs de Instagram. Mais bon, voilà. On se prend 3-4 questions en intermédiaire avant, parce qu'après, ça va être des cas d'usage, ouais, des après, exemples c'est que des tu cas veux montrer. pratiques un petit peu. Voilà, des points d'éclairage, Hop, merci pour la lumière d'ailleurs, super. De retour d'expérience. Une question de retour d'expérience, de précision. Un petit mot à Adam, que vous voulez. Un petit mot à Adam. Qui souhaite se lancer ? Oui, alors en bas, en haut, ça va être un peu compliqué de monter avec le micro. Je peux le lancer, mais on a déjà essayé. Et je vous invite à descendre. Impec, merci. Arnaud du CRT Occitanie, c'était juste par rapport au réel. C'est vrai qu'on a essayé sur Instagram et au final, même en prenant les codes, on se rend compte que c'est pas non plus ouf les résultats. Malheureusement, il n'y a pas de recette miracle sur l'ensemble des réseaux, sur Instagram y compris. C'est pas parce que vous allez suivre exactement, de faire un reel, poster à la bonne heure que ça va marcher. Je pense qu'il y a toujours une part d'arriver à se détacher un peu des chiffres et se dire ok, je fais des contenus, bien sûr un peu pour les chiffres, mais pas principalement pour ça. Je fais des contenus pour une audience qui a besoin d'avoir des infos. Moi, j'ai envie de lui faire passer des informations et je pense qu'il faut que ça reste central dans la stratégie des contenus et dans la stratégie de posting, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de dire et j'ai envie de le dire à qui. Et parfois se poser la question, justement, ça n'a pas marché, mais pourquoi ? Peut-être parce que le reel, il était un montage trop compliqué. Peut-être que le son n'était pas tendance et du coup ça a fait moins de viralité. Peut-être que ma communauté sur Instagram ne consomme pas les reels. C'est possible aussi parce que c'est des choses, bien sûr, qui sont poussées par l'algorithme. Tout le monde aujourd'hui, toutes les personnes qui sont sur Instagram ne consomment pas à fond des reels non plus. Donc peut-être que c'est pas les codes de vos cibles et de vos communautés actuelles. En fait, il peut y avoir vraiment plein de facteurs. C'est ça qui est toujours dur dans le social media, c'est que parfois ça marche, on ne sait pas pourquoi. Et parfois ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi non plus. Donc on a des pistes et bien sûr qu'il faut faire attention à ce qui se passe de manière technique, les formats, ce qui est apprécié, etc. Mais je pense que ce qui doit rester central, c'est de se dire, est-ce que les messages que je voulais faire passer sont passés auprès de mon audience ? Est-ce qu'ils ont eu ce pourquoi ils me suivent ? Et après, il y a plein d'autres leviers. Il y a de la sponsorisation qui peut être mise en place pour justement aller chercher ces cibles-là. Il peut y avoir justement la création de contenu. On le verra dans les cas pratiques. Il peut y avoir de la collaboration entre plusieurs comptes Instagram aussi pour générer plus de visibilité. Mais malheureusement, si j'avais une petite baguette magique pour dire « Ok, ça marche, ça marche pas », mais c'est souvent multifactoriel et parfois on n'a pas l'explication concrète. Donc je pense qu'il faut arriver à s'en détacher de ce côté algorithmique qui est hyper important et intéressant, mais arriver à s'en détacher un peu et de se dire les gens qui me suivent, ils me suivent pourquoi ? Et les gens que je veux toucher de façon touristique, qu'est-ce que je veux leur apporter ? Qui ils sont ? Où est-ce qu'ils sont ? Et qu'est-ce que j'ai envie de leur dire ? Merci Cécile. Nouvelle question ? Ouais, c'est pas tellement une question, mais plutôt un retour d'expérience. Moi, je travaille pour l'île de la Réunion Tourisme en tant que social media manager. Et tu parlais beaucoup de la musique, et c'est un point hyper important sur Instagram et surtout sur TikTok, sauf que quand on est un compte certifié, on est extrêmement limité. Et donc, clairement, on est moins sexy, on est moins fun. Et donc, on a deux solutions. Soit faire comme nous on fait pour être dans les clous, c'est-à-dire avoir accès à la musique libre de droit, qui n'est pas toujours hyper funky et qui ne colle pas forcément
à notre ADN. C'est le cas pour nous. Nous, on a des musiques locales, le Sega, le Malaya. Donc souvent, nos communautés nous disent « Ah, ben pourquoi vous en mettez pas ?» Parce qu'on ne peut pas. Et donc voilà, soit on triche, c'est-à-dire qu'on télécharge de la musique, on crédite quand même l'auteur, mais ça reste quand même un énorme point, je trouve, bloquant parce que du coup on devient créateur de contenu aussi, et même influenceur, parce que du coup les gens nous regardent, et malheureusement il y a des fois où on ne peut pas jouer avec la communauté, faire avec les communautés. C'est hyper juste, et c'est vrai que c'est parfois assez compliqué, encore une fois un peu bipolaire de la part du réseau, de se dire ok, on veut qu'il y ait des créateurs de contenu. Par contre, si vous n'avez pas un compte créateur qui vous empêche d'avoir les stats et l'assertif, vous n'avez pas accès aux musiques tendances. Et si vous faites des choses avec des musiques tendances, vous ne pouvez pas les sponsoriser. Et il y a plein de choses comme ça qui sont assez bipolaires dans ce réseau, et c'est assez dur de trouver la justesse entre jouer des trends et justement être sur ce côté un peu fun, s'inspirer dans votre cas absolument les musiques locales pour créer vos propres tendances aussi qui peuvent être intéressants, et ou alors prendre des choses un peu bateau, et là on sait que ça fait de suite un peu moins organique en fait par rapport au réseau. Mais c'est un vrai équilibre en fait, c'est un travail d'équilibriste de toute façon, les réseaux sociaux, d'arriver à trouver le juste milieu entre tout ça, la stratégie, ce qu'il est possible de faire, parce que soyons honnêtes, une fois sur deux le réseau il bug complètement, on n'a pas accès à telle fonctionnalité alors que la terre entière a accès à la fonctionnalité, et c'est tout le temps en fait. Donc il faut arriver à jouer avec ça et mettre le curseur au bon endroit et tester en permanence. Je te poursuis, je te suggère de se poursuivre. On va essayer de faire une phrase correcte. Deuxième partie, Cécile ? Ouais, donc le petit point, est-ce que ça marche ? Donc je vais vous présenter quelques petits exemples qui sont assez cool. Tout d'abord, un point sur les KPI, parce que est-ce que ça marche ? C'est déjà se dire, ok, on parlait tout à l'heure de se détacher des chiffres. Pour ça, il faut pouvoir les récolter. Donc les KPI qui sont accessibles aujourd'hui via l'application smartphone Instagram. En termes de notoriété, on va avoir les comptes atteints, les impressions du compte, la typologie des personnes qui vont être touchées, les comptes qui ont interagi, également leur typologie. Donc là, c'est plus un objectif d'intérêt pour les contenus publiés. Le lien avec la communauté, on peut l'évaluer avec les interactions des publications. On ne peut plus, depuis, je crois, décembre 2020, récupérer le nombre de partages de publications, à cause, grâce, je sais pas, la RGPD, où du coup ça c'est plus du tout accessible. Mais on peut toujours avoir les interactions de likes, de commentaires et d'enregistrements, comme on l'a dit, qui sont assez primordiaux. Et un KPI que moi je trouve assez intéressant, qui n'est pas très utilisé, il y a une option qui permet de voir la localisation des stories. Donc quand vous mettez des stickers de localisation dans vos stories, si vous allez dans vos stats de story, vous avez une petite carte où vous voyez en fait avec des petits points l'endroit d'où ont été postés vos stories, via les stickers bien sûr. Et en fait ça permet, quand on a un territoire qui est assez grand, de se dire est-ce que je parle de l'ensemble de mon territoire ? Est-ce qu'il n'y a pas un endroit dont je ne parle pas du tout ? Et cette fonctionnalité-là, elle permet d'avoir cette vision-là de on a parlé de l'ensemble. Et bien évidemment de faire un point sur vos top posts, vos flop posts, et comme on le disait tout à l'heure, de comprendre pourquoi. Parfois c'est pour des choses techniques, parfois c'est parce que c'était pas le bon moment, parfois c'était parce que c'était pas le bon sujet. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte. Après c'est de l'analyse un petit peu plus fine. Sur l'application smartphone, vous avez une rétrospective de ces statistiques-là sur 90 jours. C'est assez récent puisque il y a peut-être un an, on récupérait toutes les semaines, je crois. On était obligé à chaque fois, toutes les semaines, de venir chercher la stat, sinon elle disparaissait. Aujourd'hui, c'est tous les 90 jours. Donc pour faire vos statistiques mensuelles, c'est parfait. Et pour la statistique des personnes atteintes, vous l'avez aussi depuis la suite business. Et ça, pour les coups, vous pouvez le récupérer sur un an. Donc je vous le disais, un petit point sur les cas pratiques. Le premier compte que j'ai envie de partager avec vous, c'est le compte de l'Office de tourisme de la Catalogne en France. Donc c'est Catalonia Experience FR. C'est un compte que je trouve hyper chouette. Pour le coup, c'est des clients qu'on accompagne. Et en fait, ce qui est hyper chouette, c'est qu'elles ont les responsables de ce compte-là, elles ont une vraie démarche de collaboration avec des créateurs de contenu. Donc elles utilisent le format collaboration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous pouvez poster un post Instagram et dans les spécificités techniques dire que c'est en collaboration avec un autre compte, et votre post il sera visible en même temps sur votre compte et sur le compte de la personne taguée en collaboration, ce qui fait qu'on mutualise
on a plus cette notion de, enfin, on a moins cette notion de riposte, donc là, c'est pas pénalisé par l'algorithme. Et en même temps, il y a une collaboration et un lien qui se fait qui est vachement intéressant. Et sur l'an prochain, elles ont anticipé 1 an de blog trip thématiques. Donc c'est super intéressant parce que ça permet justement d'avoir plusieurs cibles, d'aller venir chercher les personnes qui parlent de sujets qui sont intéressants et d'avoir vraiment une vision d'ensemble et pas être sur du one shot de tiens, on va faire partir telle personne dans une semaine et puis ce sera fait, on aura fait notre OP influence de l'année. Là, il y a une vraie réflexion stratégique et de se dire on veut parler de l'ensemble du territoire parce que la Catalogne, c'est un territoire qui est assez vaste. On a un enjeu stratégique qui est de ne pas être focus que Costa Brava et Barcelone. Et du coup, notre territoire, il est hyper vaste. Dans les Pyrénées, on va sélectionner un influenceur qui est plutôt famille, nature. Dans les terres de l'Èbre, peut-être une personne plutôt jeune qui aime bien les sports nautiques. Et en fait, d'avoir une globalité du territoire tout au long de l'année. Et tout au long de l'année, d'avoir des contenus qui vont venir rythmer le compte. Et l'esthétique, selon les saisons, je trouve qu'elles le font extrêmement bien, c'est un compte qui est magnifique. Pour le coup, qui fonctionne beaucoup avec les contenus utilisateurs, mais toujours dans cette logique d'avoir de plus en plus de collaboration et de création de contenu un peu unique. Je vous ai mis quelques statistiques à chaque fois quand je les avais. Donc là, par exemple, entre janvier et août 2022, c'est un compte qui est assez jeune, qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Vous avez plus 150% de personnes atteintes par mois. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie dynamique hyper positive, et notamment via ces OP de collaboration, et plus 5% de taux d'engagement entre janvier et août. À savoir aussi que l'été est bien évidemment une période qui est plébiscitée, donc ça joue aussi sur ces statistiques-là. Mais c'est assez intéressant de voir l'évolution sur 6 mois. Le deuxième compte dont je vais vous parler, c'est le compte du Pays Basque, pour lequel on s'occupe du community management et pour lequel on fait de la création de contenu, on fait des tournages pour eux. Et justement, cette création de contenu, elle est assez particulière parce que c'est un compte où 100% des posts ont une notion d'engagement responsable. C'est-à-dire qu'il y a toujours un élément qui fait que la communication va être responsable. Et typiquement, quand on fait des tournages, on se dit, ok, on va parler de rando. Qu'est-ce qu'on peut mettre en avant pour que ce soit responsable? Ça peut être une photo avec une gourde, ça peut être une notion d'éco-geste dans le wording, de dire de ramasser ses déchets quand on fait un pique-nique. Ça peut être aussi, et là c'est un petit peu plus pointu, par exemple de faire un reel spécifique sur comment réagir quand je suis en rando avec mon chien et que je croise un troupeau, qui est un vrai sujet au Pays Basque. Donc il y a une notion de responsabilité et en plus de responsabiliser des gens. Et là on fait des contenus spécifiques qui sont dans les codes du moment, format reel, vidéo, format un peu canon, et en même temps pédagogique. Et on se dit, c'est un format qui est viral, et nous on veut donner de la viralité à ces sujets-là, parce que c'est ces sujets-là qui vont être importants. Et donc ça se prévoit en amont des tournages, de se dire, quand je fais des contenus, j'essaye d'avoir une notion un peu engagée qui reflète les valeurs du territoire et qui met en avant les atouts touristiques, bien évidemment. Et ça permet aussi d'avoir des contenus qui sont pensés pour ces nouveaux formats. Parce que prendre des vidéos que vous avez tournées en 2018 et vous dire, je vais en faire un reel, ça va cartonner, il y a peu de chances quand même que ce soit le cas, parce que c'est un format qui est spécifique. Parce que les vidéos 16/9, ça rend très très mal en portrait. Et parce que, encore une fois, on revient toujours à ces codes de consommation. Les codes de consommation des réseaux en 2018 ne sont pas les mêmes qu'en 2022. Et le fait de se dire, juste on transpose, souvent ça fait un flop. Donc ça ne veut pas dire non plus qu'il faut faire des contenus tous les 6 mois. Ça veut dire que quand on fait des productions, il faut penser au fait que potentiellement tout va changer dans 6 mois et créer un maximum de choses, un maximum de formats, prendre la globalité de tout ce qu'on peut faire pour se dire, même si Adam se réveille et me crée un nouveau format, j'ai des images, j'ai des rushs, je vais pouvoir m'adapter. Un autre compte aussi dont je voulais vous parler, d'ailleurs la community manager Mélanie est parmi nous, donc elle pourra vous faire un retour d'expérience, c'est le compte de la vallée de la Dordogne, qui est super intéressant parce que c'est pas un immense OT, et en fait ils ont décidé de mettre les moyens sur le contenu. Ils se sont dit, ok, le contenu c'est super important, il faut qu'on puisse parler à nos cibles avec du contenu qui soit qualitatif, qui soit dans l'air du moment, et on a envie de le faire nous parce qu'on a des choses à raconter. Et je trouve que c'est vachement bien fait parce qu'il y a un vrai temps qui est dédié à la création de contenu.
du coup une vraie réactivité, de pouvoir se dire que les contenus qui sont créés, ils sont pas postés dans 3 mois où le temps n'est plus pareil, où les feuilles n'ont plus la même tête et où les sujets n'intéressent plus personne. Donc il y a une vraie stratégie d'avoir de la réactivité et de dédier du temps de community management à la création de ces contenus. Et pour le coup, ça marche super bien puisque entre mai et juillet, on est à plus 165% de personnes atteintes par mois sur Instagram et plus 4% de messages privés. Encore une fois, on a bien conscience que la saisonnalité joue là-dedans, mais je trouve que c'est quand même assez édifiant et c'est un super bon exemple parce que ça met le doigt sur un point qui est souvent un petit peu cristallisant, c'est les moyens humains. Ok, les contenus, les algorithmes, super. Qui s'en occupe? Qui fait ça? C'est du temps de fou de faire tout ça. Et de faire les contenus, de les écrire, de les modérer, de répondre aux gens, c'est quand même un temps assez colossal. Et se dire que quand on a des objectifs qui sont hyper hauts, ok, on va être les meilleurs sur les réseaux sociaux, un petit peu présomptueux, mais bon, il faut mettre les moyens derrière. Et je ne parle pas uniquement de finance et de sponsorisation, les moyens humains de création de contenu et de temps dédié aux réseaux sociaux. Et le dernier compte que je voulais vous montrer, alors j'ai pas de chiffres puisqu'ils ne font pas partie de nos clients, mais je les trouve absolument génial. C'est le compte du musée de Bibracte, qui est un musée en Bourgogne. Et ils sont géniaux parce qu'ils ont une ligne éditoriale qui est incroyable. Ils sont sur l'autodérision, sur l'humour à fond. Et c'est d'une justesse, c'est une écriture qui est hyper drôle et qui marche hyper bien. Et vraiment, je connais pas le ou la community manager, mais bravo à lui ou elle parce que c'est un compte que je trouve super, qui n'a pas forcément, je pense, l'audience qu'il mérite. Donc voilà, je voulais vous en parler aujourd'hui. Typiquement, voilà, pas Bibracte. Et un autre post, alors pour ceux qui lisent pas le wording, il y a marqué, pour ceux qui ne connaissent pas encore notre nouveau collègue Oscar, le voici en pleine occupation hivernale, les photocopies, pour parler de la réouverture du musée, du fait qu'ils vont accueillir un nouvel atelier à destination des scolaires. Donc il y a du fond, il y a du vrai fond touristique, mais c'est fait de façon hyper drôle et avec vraiment de l'humour. Et bravo, parce que l'humour, c'est pas trop facile à manier. Donc voilà, si jamais vous êtes dans la salle, Bibracte, bravo. Et voilà pour cet atelier sur Instagram. Merci beaucoup. Pareil, petite tournée de questions. J'en ai juste une en rebond parce qu'on a vu en préparation dans la veille une information assez récente. Tu parlais tout à l'heure de la monétisation de contenu. Et là, on est en train de voir qu'on peut monétiser son profil maintenant. Tu peux éclairer un petit peu ça pour vraiment le dernier point de veille d'il y a quelques jours, quoi. Donc c'était là il y a pas longtemps, donc juste après qu'on ait fini d'envoyer les slides, donc j'ai pas pu le rajouter. C'est une information qui dit qu'en fait Instagram est en train de tester, bien entendu, de nouvelles choses, c'est leur passion. Et en fait c'est une fonctionnalité qui fera que dans le feed exploré d'Instagram, on aura des pubs, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas, et que certains profils publics pourront activer une fonction pour autoriser les pubs sur leur propre profil. C'est-à-dire que vous êtes sur le profil de quelqu'un, vous cliquez sur un post, vous faites défiler, et là-dedans, dans ce fil-là de la personne, vous aurez des publicités. Je trouve que ça illustre bien cette notion de saturation du réseau, parce qu'il n'y a pas la place pour tout le monde est dessus. Il n'y a pas la place pour tout le monde, on le voit, il démultiplie les formats et les fils d'actualité, et donc peut-être bientôt sur les profils de la monétisation et de l'espace publicitaire en plus, ça va être un enfer. Je vais m'y remettre. Petite tournée de questions, il nous reste 10 minutes pour passer au grill un petit peu, Cécile, partager des expériences. Je ne sais pas si Mélanie de la Vallée de la Dordogne voulait peut-être dire un mot, du coup, comme elle... Ça fait partie des cas que j'ai présentés. Allez, j'y vais. Je l'avais briefé avant, c'est pas un piège, promis. Merci Cécile. Donc du coup, effectivement, je suis arrivée à l'Office de tourisme il y a 4 mois. C'était la première fois qu'il y avait un temps plein qui était consacré aux réseaux sociaux. Et donc, après une formation vraiment sur le secteur du tourisme, parce que moi, je ne viens pas du tout de ce secteur-là, on a pu faire pas mal de terrain pour pouvoir imaginer quel type de contenu mettre en avant et comment également s'attaquer aux Reels sur Instagram.
Donc voilà, ça a été un gros enjeu et effectivement dire qu'il n'y a pas forcément de règles. On peut imaginer un contenu qui fonctionnera très bien et qui en fait fait un flop total, et à côté on peut avoir des contenus dont on ne soupçonnait pas la viralité et qui touchent jusqu'à 2 millions de personnes alors qu'on s'y attendait pas du tout. Donc voilà, l'un des gros objectifs en tout cas nous pour la vallée de la Dordogne, ça va être de faire plus de terrain, pouvoir renouveler nos contenus, pouvoir être nous-mêmes créateurs de contenu et pouvoir continuer un petit peu à explorer tout ce qu'il est possible de faire, donc, notamment sur les Reels et peut-être après plus tard sur d'autres réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci pour ce complément. J'avais une petite question, Cécile, pour toi. Tu évoquais la production de contenu en collaboration, donc avec des influenceurs. Tu donnes le bon exemple de la Catalogne. Est-ce que tu l'as vu entre destinations, qui n'ont peut-être pas vocation à être destination l'une à l'autre, mais plutôt mutualisées, parce que tu parlais du constat aussi, que ça demande beaucoup de temps, et c'est souvent ce qui revient dans des productions non régulières, le temps, aller sur le terrain. Et voilà. Est-ce qu'il y a des collaborations entre destinations communes ou logiques côté client pour certains? Pour le coup, je pense que c'est un peu l'avenir aussi, cette partie-là, de se dire que justement, à différentes échelles touristiques, on bosse pas de façon cloisonnée, mais vraiment il y a une coopération à ce niveau-là. Vraiment, le format collaboratif sur Instagram, c'est 100% la réponse à ça. Et typiquement, en ce moment, sur le compte de la Bourgogne, il y a une campagne en cours sur l'automne. Et dans la logique de collaboration, chaque département a un post collaboratif qui sort également sur le compte Instagram de la Bourgogne. Et donc ça permet justement d'avoir cette partie-là les départements s'expriment sur le compte de la marque La Bourgogne. En fait, ça permet de leur donner la parole sur d'autres audiences, donc il faut le voir aussi comme ça. Et parfois de se dire qu'à un niveau OT, on a vachement de contenu de terrain. Et après, à un niveau beaucoup plus haut, ce contenu, il n'est pas récupéré. Donc, se dire que les collaborations, elles sont possibles aussi comme ça, pour mutualiser et éviter d'être toujours dans la surproduction aussi. Et ces notions de collaboration, elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre, mais je pense qu'elles peuvent être que vertueuses. Un petit rebond sur le sujet. Oui. Du coup, nous, on a Land Attractivité, ex-CDT des Landes, qui fait ça en fait pour nous. Et donc, du coup, ils nous identifient et comme ils ont 100 000 abonnés, donc du coup, nous, on a un super retour. C'est chouette pour tout le monde. En fait. Sur nos comptes, en fait, ils nous associent pas, en fait, ils nous taguent et puis du coup, donc c'est super pour nous, quoi. C'est vraiment alors il y a le fait effectivement de taguer pour le voir et donner de la visibilité. Et après le format collaboratif, il est vraiment particulier parce que c'est vraiment un même post posté sur 2 comptes. Et ça, je pense que ça peut être vraiment que vertueux, quoi. Merci pour tout à l'heure, c'était hyper intéressant. J'avais une petite question, c'était revenir sur un peu le paradoxe qu'on a vu sur Instagram, à la fois avoir un contenu très léché, très soigné, et en même temps revenir vers quelque chose de beaucoup plus brut. Donc voilà, il y a une sorte pareil de schizophrénie peut-être derrière. Je voulais savoir, selon toi, du coup, le rôle de la destination, c'est peut-être plus d'aller attaquer ce contenu très soigné, et est-ce que derrière les partenariats, c'est pas l'occasion d'aller chercher ce contenu du coup plus brut ? Est-ce qu'il n'y a pas une répartition des rôles un petit peu dans la création de contenu ? Je pense que cette création de contenu, qu'elle soit, on va dire, le parti pris, entre guillemets, s'il doit y en avoir un, parce que je pense que les deux peuvent cohabiter, mais le parti pris, contenu très authentique ou contenu plus léché, pour moi, ce qui va faire la différence, c'est les communautés et les gens qui les voient. Parce qu'il y a aussi un vrai truc, c'est aussi une génération plus jeune qui aime ce côté très brut et très authentique, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont beaucoup sur TikTok. Et pour moi, c'est vraiment de se dire... Ma communauté, c'est quel type de contenu qu'elle apprécie ? Plus dans cet aspect-là. Après, il peut y avoir une répartition, mais je pense que les deux peuvent cohabiter. Et justement, de tester et de faire des tests et se dire, là, j'ai fait un contenu hyper léché, ça a fait un flop total. Et là, j'ai fait un photo dump, photo de l'été un peu mal cadré. Et pour le coup, carton, ok, je sais vers quoi je vais aller. Donc, sans forcément de se dire qu'il y a un territoire esthétique qui doit être délimité et propre à chacun et pas se marcher dessus là-dessus. Je pense qu'il faut tester et se dire, ok, ma communauté, elle a envie de voir quoi ? Mes cibles touristiques, elles veulent voir quoi ? Plutôt dans ce sens-là. Cécile, depuis le temps que les OGD institutionnels ensemble ou séparément sont sur les réseaux sociaux, est-ce que vous, en accompagnement, vous trouvez encore des destinations qui sont en train de créer du contenu complètement hors cadre de leur communauté ? Genre, on ne s'est pas posé trop la question ou on a oublié de se poser la question de pour qui on le fait ? Parce que ça fait 2-3 fois que tu l'évoques et donc ça m'interroge beaucoup en fait.
En fait, oui, ça nous est arrivé des fois de se dire, bah attendez, là vous parlez, je vais prendre un exemple n'importe quoi, vous parlez aux 13-15 ans et vous êtes sur LinkedIn. Il y a un moment, il faut être raccord sur se reposer là-dessus. Mais je trouve qu'au niveau institutionnel, parfois on se pose trop la question de... Il faut être sur Instagram, mais on ne sait pas ce qu'on doit y faire et on ne sait pas à qui on parle. Et souvent, je trouve que la stratégie touristique, elle est dans le tourisme. Et elle ne ressort pas sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas forcément ces liens et ces passerelles de se dire, ben, en fait, on a des enjeux, on a des objectifs, on a des cibles. On sait qu'il y a des façons de consommer, qu'il y a différents réseaux, différents contenus, mais le lien n'est pas toujours fait. Donc oui, parfois, je vais dire ça comme ça, parfois, oui, il y en a qui sont en fait la tête dans le guidon de il faut poster pour poster. Parce qu'il faut poster du contenu, ça c'est sûr, tout le monde l'a intégré, il faut être sur les réseaux, il faut poster du contenu, sans forcément prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'ai envie de dire et à qui j'ai envie de le dire. Non, il faut être sur Instagram et il faut poster. Et ça pour moi c'est vraiment le défaut de l'engouement des réseaux sociaux, c'est de se dire ok, on sait qu'il faut être sur les réseaux, on sait qu'il faut poster, mais on ne se demande pas pourquoi on le fait et pour qui on le fait. Et il vaut mieux parfois poster beaucoup moins, mais avec des choses très justes, plutôt que se dire bah, tous les jours je fais un post, il y a une photo, je l'ai postée. Et je ne sais pas pourquoi je le fais. Et du coup, bah, ça ne sert à rien d'analyser puisque je ne sais pas quels sont mes objectifs. Et je ne raccroche pas ça à de la stratégie touristique hyper concrète. Avec une ligne édito de plus en plus tournée vers le responsable pour faire le lien avec ce qu'on a vu hier en plénière ou en atelier. Oui. Séverine, Corrèze Tourisme. Quand tu dis il faut poster tous les jours. Je vais retourner la question. Voilà. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos cibles? Je me doutais que ça allait être... en fait, c'est... Tu avais répondu avant que je pose la question, mais est-ce qu'il y a quand même une micro-préconisation? Est-ce que ça a changé par rapport aux algorithmes que tu nous as expliqués au départ ou Il n'y a pas de formule magique. Sur les réseaux, il n'y a pas une façon de faire les choses. Je vais reprendre un exemple, alors qui date un peu, mais qui est assez marquant. Je pense que vous connaissez les blogueurs créateurs de contenu Entre deux pôles. Avec qui on collabore depuis un petit moment et je crois que c'était il y a 3 ans. Ils sont intervenus dans un atelier et c'était un moment où les stories commençaient un petit peu à ressortir, donc c'était peut-être un peu plus de 3 ans et du coup on disait bah oui mais les stories c'est hyper éphémère, il faut faire 1-2 écrans, pas plus. Et eux en fait ils sont partis en tour du monde et ils faisaient des stories de 56 écrans et tout le monde leur a dit n'importe quoi, les stories c'est pas ça, les stories c'est court. Et ils ont dit bah, on s'en fout, nous on a des trucs à dire, on a envie de les dire comme ça, on fait ce qu'on veut. Et ils ont pris mais des milliers et des milliers d'abonnés en pas longtemps parce qu'ils avaient du fond et ce qu'ils avaient à dire ça collait à ce que les gens avaient envie d'entendre et surtout que ça leur ressemblait en fait. Ils faisaient pas pour que ça marche, ils faisaient parce qu'ils avaient un truc à dire et ça a marché. Et en fait, c'est un vrai truc de se dire, je le fais pas pour que ça marche, je le fais parce que j'ai un truc à dire. Donc c'est ça aussi se détacher des chiffres et arriver à avoir une notion de pourquoi je le fais. Redonner un peu du sens à ces stratégies social média par rapport au rythme de poste. Aujourd'hui, ce que je disais, il y a une saturation d'audience. Poster tous les jours, ça sert à rien, vos communautés, elles le verront pas. Elles le verront pas parce qu'il y a trop de choses. Et moins elles le verront, moins l'algorithme va leur montrer. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Vraiment, le moins mais mieux, tout le monde le dit un peu aujourd'hui, mais c'est très vrai sur les réseaux sociaux. Et il vaut mieux faire beaucoup moins de posts, et clairement pas tous les jours. Mais par contre, les faire en se disant, ce post-là, je sais qu'il a un enjeu, je sais qu'il va toucher la personne que j'ai envie de toucher et que je vais lui apporter un message qui a du fond, en fait. La stratégie de 52 posts en 52 ans, c'est pas bien non plus, hein? Non. Alors, il y a... Trop, il n'y a pas assez aussi. Ok, j'ai bien noté. Actu aussi toute fraîche, on ne l'a pas du tout abordé, mais ils se sont pris une bonne praline de plusieurs centaines de millions d'euros parce que pas dans les clous de la RGPD, qui va être à nouveau remise à jour l'année prochaine. Est-ce que vous avez quelques infos à faire passer, puisque c'est aussi notre devoir d'être un peu en veille sur ça? Les infos, c'est que je pense qu'Adam est très pris et que ça va être des vrais sujets. Je pense que les réseaux aujourd'hui n'ont pas des pratiques éthiques et responsables, que c'est presque le jeu, donc c'est à nous d'être responsables sur ces réseaux-là qui ne le sont pas. Et cet aspect-là, RGPD, il ne faut pas le négliger. Alors, pas tout à fait sur le sujet de la RGPD, mais typiquement sur le sujet des reposts. Moi, j'ai déjà vu des gens qui me disaient, moi, je prends des photos et je les reposte, mais je les crédite.
Mais vous leur avez demandé si c'était OK de prendre les photos? Ah bah non, c'est bon, on les crédite. Et ça, typiquement, pour moi, ça fait partie des choses qui sont pas OK, parce que même si c'est possible, bah, c'est toujours mieux de s'assurer que c'est OK et de créer un lien, en plus d'en profiter pour créer un lien avec un créateur de contenu qui poste des choses sur votre destination. Je ne vois pas de main se lever. Oh, si, là-bas au fond. J'avais dit la dernière minute, mais le temps que j'arrive, du coup... Tu as le droit de meubler. Je sais Tu as pas le droit de chanter. faire un reel. Tu as le droit de faire une boucle pour tout le monde. OK, on va lancer un caout. Bonjour. Avez-vous des infos quant à ce qu'on a entendu il y a quelques mois maintenant sur le fait qu'Instagram allait blacklister les comptes qui agrégeaient trop de stories? Blacklister les comptes carrément? Non, enfin blacklister... invisibiliser. Oui. Ouais. Alors ça aussi, ça fait partie des nombreux tests d'Adam. Adam aime beaucoup tester des choses. C'est que donc certains comptes l'ont déjà. On peut faire autant de stories qu'on veut. Maintenant, il y aura une fonctionnalité qui fait que les personnes qui regardent vos stories ne verront que les 3 premiers écrans. Et pour regarder la totalité, il faudra qu'ils cliquent à côté de la photo de profil sur une toute petite ligne où il y a marqué « Tout regarder ». Et donc, typiquement, les stories très longues vont être invisibilisées. Même si, de manière générale, il y a une sursaturation des stories et que personne ne voit l'ensemble des stories des comptes qui suivent dans une journée, c'est pas possible. Et ça aussi, c'est un test. Je pense que c'est un test qui va être mis en place et développé à tout le monde parce qu'il y a vraiment un problème de place. Et que justement, beaucoup de comptes aujourd'hui font des stories qui sont très longues parce que ça marche. Et eux, leur problème, c'est que ça leur permet pas de mettre assez de pubs et de choses. Et donc, en fait, ils vont réduire la visibilité aux 3 premiers écrans. Donc, ça veut dire qu'il faudra être plus impactant sur ces premiers écrans et potentiellement ajouter de la créa, des flèches pour dire aux gens de cliquer au bon endroit parce que vraiment, ça se voit pas du tout. Mais oui, je pense que ça, c'est quelque chose qui va être développé sur l'ensemble du réseau dans pas très longtemps. Cécile, merci. Merci à tous. C'était le dernier atelier des rencontres. Merci beaucoup. On se retrouve plutôt en extérieur pour finir ensemble ces rencontres du e-tourisme. Et puis, bon retour à tous. Et encore merci Cécile. Merci beaucoup.